Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les choses évoluent tellement vite. Ce qu'on a appris jusqu'ici, c'est que plus tôt dans la journée, les médias iraniens ont publié un plan en 14 points dont on a parlé avec le colonel Wilkerson et Larry Johnson. Plus tard, on a découvert, d'après le ministre iranien des Affaires étrangères et Donald Trump lui-même, que ce n'était pas le plan dont il parlait. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que le ministre iranien des Affaires étrangères a donné une interview aux médias iraniens. Et ce qu'il a dit, les points importants jusqu'à présent, l'un d'eux concerne le Liban, un des sujets les plus sensibles. Il a déclaré que si une action était entreprise, Israël devrait se retirer totalement du Liban. Je pense que c'est un changement énorme, vraiment majeur à mon avis, s'ils vont jusque-là. Le deuxième point, c'est le détroit d'Ormuz. Il a dit que le détroit d'Ormuz serait sous le contrôle de l'Iran et d'Oman. D'après le droit international, il n'y aurait pas de système de péage dans le détroit d'Ormuz, mais il faudrait payer une sorte de redevance administrative ou environnementale. Voilà pour le deuxième point. Ensuite, il y a la question du déblocage des avoirs iraniens gelés. Il a expliqué qu'une fois le mémorandum signé, ces avoirs devraient être libérés. Ce sont trois sujets très importants pour les Iraniens. Quant à la levée des sanctions, on ne sait pas. Il n'en a pas parlé. Il semble que cela fasse aussi partie de l'accord. Et puis, autre point important, il a précisé qu'en Iran, au sein du gouvernement, il existe toujours le Conseil suprême de sécurité nationale. Et là, il y a certaines divisions. Et les gens qui ne sont pas d'accord sur certains points, je suppose, sur le programme nucléaire iranien, et d'autres qui, eux, approuvent le nouveau texte préparé par les Iraniens. Il a même parlé de ce qui s'est passé. Il a dit que les États-Unis insistaient sur un enrichissement zéro. Nous, on s'y est opposés. Et à la fin, ils nous ont attaqués. La guerre a eu lieu. Donc, la question principale, l'hélicoptère, ça pourrait aussi être un hélicoptère. Mais la vraie question, c'était l'enrichissement zéro. Si vous vous souvenez, Donald Trump, avant l'attaque, avait dit « Je vais les forcer. Je vais les forcer à accepter les conditions que j'essaie de leur imposer. » C'était l'enrichissement zéro, d'après ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Donc, on a, d'une certaine manière, une image assez claire de ce qui se passe, en gros, avec Israël surtout, et avec le Liban. Et il a mentionné, sur tous les fronts. J'imagine qu'il parlait aussi de Gaza. Il semble que la question de Gaza et de la Palestine ait été abordée entre les deux parties. Alors, concernant le Liban, Tony, tu étais dans la région, tu étais en Palestine à Gaza. Tu sais à quel point la situation au Liban est complexe. Parce qu'aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré qu'Israël ne se retirerait ni du Liban, ni de la Syrie, ni de Gaza. Que ça n'arriverait pas. Peu importe ce que dit Donald Trump ou ce que disent les Iraniens. C'est ça le vrai sujet en ce moment. Et à mon avis, la complexité du dossier entre Israël et le Liban, entre Israël et la Palestine, c'est la question la plus importante aujourd'hui, même plus importante que le détroit d'Ormuz ou les avoirs iraniens gelés. Quelle est ta lecture de tout ça? Eh bien, je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre à propos de ces négociations, et c'est ma façon de voir les choses, c'est que quand on entend négociation ou on est proche d'un accord, ou peu importe, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, d'accord, au moment où les discussions ont commencé, l'Iran avait une ligne rouge et d'autres points. Et les États-Unis avaient aussi leur ligne rouge et leurs propres points. Quand on entre dans une négociation, le but, c'est de chercher où se trouvent les intérêts communs, les points de coopération et de définir nos limites. Ce qu'on ne fera pas, ce qu'on doit faire, ce qu'on fera peut-être, enfin, ce genre de choses. Et à chaque cycle de négociation, suivi ensuite par une période d'hostilité, eh bien, chaque épisode d'hostilité n'a jamais vraiment modifié la position de l'un ou de l'autre camp.
hasn't yielded a change to either of those positions. So we want you to give up the Strait of Hormuz. Donc on veut que vous renonciez au détroit d'Ormuz, que vous abandonniez votre uranium. Vous ne récupérerez pas votre argent. On va maintenir les sanctions pendant un certain temps et le Liban s'est exclu. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Alors bombarder, 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 encore et encore. Puis on s'arrête et on dit bon. Et maintenant, on négocie? Eh bien, je n'ai rien vu changer du côté iranien et je n'ai rien vu changer non plus, sauf si, dans ce dernier cycle, les États-Unis ont cédé sur certains points. Parce que c'est très clair. L'Iran l'a dit très clairement. Le détroit d'Ormuz? Non. On ne reviendra pas à l'ancienne situation. Ce sont nos eaux territoriales souveraines, partagées avec Oman. Et Oman et l'Iran les partageront. Et nous les taxerons. Ce n'est pas vraiment un péage. C'est une taxe, en fait, pour l'entretien, la maintenance, les frais environnementaux. Ce sont des redevances. Tous les autres passages maritimes stratégiques dans le monde ont quelque chose de similaire. Donc, l'Iran a été clair. Il ne reviendra pas au statu quo. Il fera partie du jeu. Vous voulez supprimer le péage, disons, ces 2 millions de dollars de droits d'entrée? Très bien, mais ils ne vont pas y renoncer. L'uranium? Ils ne vont pas y renoncer. Non, non. Vous voulez faire revenir l'AIEA, rétablir tout ce qui existait dans le cadre du JCPOA et le lier à nos sanctions, à nos avoirs? D'accord, mais ils ne vont pas y renoncer. Et le dossier du Liban doit se clore, point final. Donc on sait ce que l'Iran a dit. Mais qu'est-ce que les États-Unis ont changé ou abandonné pour qu'on en soit là aujourd'hui? L'accord est presque bouclé. L'encre est en train de sécher. Il est prêt à être signé. Mais ce qu'on entend du côté de l'Iran, c'est qu'il reste encore un peu de distance, encore des inquiétudes. Et ce qu'on entend sans arrêt de l'administration, depuis ce matin, quand j'ai pris la route de Washington, D.C. vers la Caroline du Nord, la première chose que j'ai entendue à la radio, c'était « Trump annonce que l'accord est conclu, plus proche que jamais. On attend juste que l'encre sèche, que le fax arrive pour pouvoir le signer et vous repartez avec une voiture neuve. » C'était prêt. Et puis à l'heure du déjeuner, c'était bon, il reste encore quelques points à examiner, mais on n'a jamais été aussi proche. Et dans l'après-midi, c'était il y a encore des inquiétudes. Alors maintenant, on en est où? Où en est-on vraiment? Alors, on en revient à disons qu'il y a du positif, oui, mais il reste des questions essentielles. Oui, on revient exactement aux mêmes questions critiques qu'avant la dernière escalade, le détroit d'Ormuz, l'uranium et le Liban. Rien n'a changé du côté de l'Iran. Donc, soit les États-Unis ont changé de position, soit on est encore très loin d'un accord. Et tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est retomber dans cette rhétorique du « on est tout près d'un accord », on est tout près d'un accord, pour ensuite dire « l'Iran ne négocie pas de bonne foi ». Je déteste ça. C'est Donald Trump tout craché. Je déteste ça. C'est un accord horrible. Et on repart vers la guerre. À moins qu'il y ait eu un changement dans la position des États-Unis, ce que je ne pense pas, concernant peut-être le détroit d'Ormuz, là je pourrais voir. D'accord, on peut, disons, ajuster un peu ça. Personne ne paie de péage à proprement parler, mais il y a quand même des frais d'entretien. Bon, ça on peut peut-être en discuter. L'uranium? D'accord, peut-être qu'on ne le prend pas, peut-être que vous ne nous le donnez pas, peut-être qu'il y a des conditions. Mais ce que les États-Unis, en ce moment, ne peuvent pas vraiment mettre sur la table, parce qu'ils n'ont pas la main sur Israël à ce sujet, c'est le Liban. Et là, la question, c'est qu'est-ce que les États-Unis ont abandonné? Est-ce qu'ils ont lâché Israël? Parce que les États-Unis peuvent très bien dire à l'Iran, « Hé l'Iran, toi et nous, on gère ça. » Nous sommes sortis du Liban. Nous n'allons pas donner à Israël le soutien politique. Nous n'allons pas leur fournir les bombes. Nous n'allons pas leur apporter notre appui. Ils sont seuls maintenant. Mais on ne peut pas contrôler Israël. Le Liban, ou plutôt, pardon, l'Iran, pourrait dire aujourd'hui,
Eh bien, vous savez quoi? C'est vous qui avez créé ce monstre. Alors vous feriez mieux de le maîtriser. Parce que si vous ne le faites pas et qu'il continue, ce cessez-le-feu ne tiendra pas. Donc les États-Unis se retrouvent dans une position très difficile vis-à-vis du Liban. Et maintenant, parmi toutes les questions cruciales, c'est celle-là qui est devenue la plus importante. Parce que l'Iran n'a pas fléchi, n'a pas reculé et n'a pas changé sa ligne de front, même avec la fin de la guerre au Liban et à Gaza. Peut-être qu'il y a eu quelques discussions sur Gaza, mais je ne pense pas qu'ils aient relâché la pression là-dessus. Par contre, on sait avec certitude que ça bouge au Liban. Et avec ça en tête, qu'est-ce que les États-Unis ont changé pour que cet accord voie le jour? Ou bien il n'y a pas d'accord du tout et on se fait encore berner? Franchement, combien de fois déjà? Je crois que quelqu'un tenait le compte. La dernière fois que j'ai parlé avec Mario Nafal, il me semble qu'on en était à 36 fois. 36 fois qu'on nous dit « on est proche d'un accord ». Alors quoi? Cette fois, ce sera la 39e, 39 ou la 40e. Vous voyez ce que je veux dire? On a entendu parler d'un accord bien plus souvent qu'on en a vu un, parce que combien de fois en a-t-on vraiment vu un? 0. Ma position, en regardant tout ça se dérouler, reste la même. On s'en approche, mais rien n'est fait. Eh bien, vous savez quoi? Être presque ne compte que pour les fers à cheval et les grenades. Presque ne suffit pas. Où est l'accord? Montrez-moi l'argent. Montrez-moi l'accord. Tant qu'on n'a pas ça, avec les deux parties d'accord, il n'y a rien. Parce que l'autre chose que Donald Trump a essayé, je crois que c'était peut-être pour le 14e accord, c'était « voilà l'accord ». Et l'Iran a répondu « on n'a jamais vu ça ». Alors, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Franchement, à moins que les États-Unis aient changé leur position de négociation avec le Liban, je ne vois pas d'accord. Tony, imaginons que Donald Trump veuille faire quelque chose concernant le dossier du Liban. Peut-être qu'il veut agir, parce qu'il cherche à se désengager, et qu'il essaie de trouver une solution avec la position israélienne. Quelle serait cette solution? À mon avis, il pourrait dire à Israël, « Vous voulez rester au Liban. Très bien, mais vous serez seul, et vous devrez vous battre par vous-même. Nous, on ne restera plus là-bas. On ne se battra pas sur le territoire du peuple libanais, parce que le Liban appartient aux Libanais. Vous ne pouvez pas rester là et en faire une zone tampon, une zone morte, ou peu importe le nom de zone de sécurité qu'on lui donne jusqu'à présent. Et c'est bien là le problème. Je pense que, pour les Israéliens, il y a un vrai problème stratégique avec le Liban. Ils ne peuvent pas combattre le Hezbollah, parce que la guerre devient trop sérieuse, à la fois avec le peuple libanais et avec le Hezbollah. Ils ripostent avec des drones, des roquettes, des embuscades. Les soldats se font attaquer par ces drones. Tout y passe. Les systèmes de communication, les batteries de défense aérienne. Et pour Israël, c'est énorme. Un pays comme Israël, qui jusqu'à présent, si je ne me trompe pas selon un rapport qui vient de sortir, aurait perdu environ 300 chars Merkava ces dernières semaines ou ces 2 derniers mois. Pour un pays comme Israël, c'est considérable. Bien sûr, oui, ce serait énorme même pour les États-Unis. Alors selon vous, comment Donald Trump peut-il agir sans aller trop loin vis-à-vis de l'entité sioniste? Il peut faire quelque chose, garder sa position, mais en mettant la pression, en laissant Israël se débrouiller. Vous allez attaquer Beyrouth, l'Iran va vous répondre. Vous restez dans le sud du Liban, vous devrez vous battre seul. Quelle est votre lecture de tout ça? Très bien. Donc d'excellents points ont été soulevés sur la question de ce qu'on doit faire maintenant à propos d'Israël et du Liban. C'est, je pense, une question essentielle depuis plusieurs semaines et elle n'a toujours pas reçu de réponse claire. Et pour moi, la vérité, la dure vérité qu'il faut affronter, c'est que les États-Unis doivent rompre leurs liens
et le dire clairement, ils doivent mettre fin à leur soutien militaire à Israël. Quand je dis militaire, je parle de la logistique, de l'approvisionnement, du renseignement, de la reconnaissance, du carburant, tout ça. Il faut couper complètement et il faut que ce soit dit sans ambiguïté. On ne peut pas tourner autour du pot là-dessus. Non, il faut que ce soit clair et que ce soit évident pour tout le monde. Et la preuve évidente de tout ça, si on le fait vraiment, c'est qu'Israël ne peut pas vaincre le Hezbollah, pas sans les États-Unis. Et voilà pourquoi. On ne peut pas rayer le Hezbollah de la carte à coups de bombe. Et si on veut y aller au sol, ils vont vous battre. Parce qu'à moins qu'Israël ne retire toutes les forces de Tsahal, de Gaza, de la Cisjordanie, du plateau du Golan, et ne les envoie toutes au Liban pour une offensive terrestre, là peut-être, il pourrait avoir un certain succès sur le terrain. Mais même dans ce cas, ce serait incroyablement coûteux et il devrait renoncer à d'autres fronts. C'est un peu comme le front oriental de l'Empire romain sous Romulus Augustule, quand l'Empire romain ne pouvait plus tenir et qu'il refusait pourtant d'y renoncer. Et c'est sur les marges que tout s'est effondré, d'abord à l'ouest, puis à l'est. On ne peut pas faire ça et espérer vaincre le Hezbollah si on est Israël et qu'on agit seul. Israël n'arrive même pas à vaincre le Hamas. On ne peut pas les bombarder jusqu'à les faire disparaître. Et si on entre au sol, on se fait battre. Et c'est ce qui s'est passé, un peu comme dans le cas des États-Unis avec l'Iran. On ne peut pas bombarder l'Iran pour le forcer à changer. On ne peut pas bombarder notre chemin jusqu'à une négociation. On peut tirer des missiles, larguer des bombes, envoyer des navires de guerre, des chars, des hélicoptères et des avions de chasse toute la journée. Mais à un moment, il faut bien se demander, d'accord, et maintenant, où sont les négociations? La position de l'Iran, c'est de dire non, on ne change rien. Donc, si les États-Unis voulaient vraiment intervenir pour changer la situation en Iran par une capitulation militaire de l'Iran, il faudrait y aller à fond, avec tous les moyens. Ce serait extrêmement coûteux et ça ne garantirait même pas une victoire. Israël, de son côté, ne peut pas vaincre le Hezbollah sans les États-Unis. Alors Israël devra décider, est-ce qu'on lâche l'affaire et on abandonne sans le soutien américain, ou est-ce qu'on continue malgré l'absence de ce soutien? Et ça va devenir vraiment, vraiment grave. Ce qui, encore une fois, dépendra de l'engagement réel des États-Unis à tenir cette position et à la faire respecter. Parce qu'il faut se rappeler qu'un accord signé, ça ne veut pas dire qu'il sera respecté. D'accord? On peut conclure un accord. Mais si juste après, on recommence à soutenir Israël parce qu'ils se font frapper par le Hezbollah et le Hamas, eh bien là, on aura trahi notre engagement. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, les États-Unis se retrouvent dans une situation très, très compliquée avec leur partenariat avec Israël, surtout en ce qui concerne le Liban et ce moment crucial dans la négociation. Et l'Iran, lui, va vouloir des garanties. L'Iran va vouloir des preuves. L'Iran va dire, en gros, on ne vous fait pas confiance. On veut des preuves. Franchement, je ne pense pas que les États-Unis soient prêts à faire ça pour le moment. Et s'ils le font, on le saura. On va le découvrir très vite. On verra s'il y a des nouvelles, pas juste ce que dit Donald Trump. Si Donald Trump annonce qu'il y a un accord, je n'y crois pas, tant que l'Iran ne l'a pas confirmé officiellement, que les États-Unis ne l'ont pas confirmé. Et même si le Pakistan ou même le pape disent « oui, c'est vrai », il faut que tout le monde le dise avant que je le croie. Et même là, j'aimerais savoir, d'accord, qu'est-ce que chaque camp a concédé? Parce que pendant ces 104 ou 105 jours de guerre, rien n'a changé. Donc si rien n'a changé, j'y crois pas. Si quelque chose a changé, je ne pense pas qu'Israël ait cédé quoi que ce soit, parce qu'on n'a rien vu de tel. Alors, est-ce que les États-Unis ont dit à Israël « Stop, ça suffit ». So did the United States say no more to Israel? And if that's the case, we're going to have to prove it.
Et si c'est le cas, il va falloir le prouver. C'est aussi simple que ça, je le ressens comme ça. Et puis imaginez, vous avez un enfant qui ne respecte pas les règles, qui devient un vrai danger pour la société. Vous finissez par lui dire « tu es dehors », mais il est mineur. Alors il part, et la police revient aussitôt en disant « vous ne pouvez pas abandonner votre enfant mineur, c'est votre responsabilité ». Eh bien, nous avons fait d'Israël cet enfant mineur incontrôlable, agressif, incapable de se débrouiller seul. Et si on coupe les ponts, le monde va revenir vers nous en disant « États-Unis, c'est votre affaire. Ce problème, c'est le vôtre. Ce monstre, c'est vous qui l'avez créé. Et il faudra bien qu'on s'en occupe. » Je vois venir des décisions très difficiles pour ce président. Vous savez, on assiste à une nouvelle forme de cessez-le-feu, comme l'appelle l'ambassadeur Chas Freeman. Un cessez-le-feu à la manière israélienne. Et peut-être qu'ils vont signer un protocole d'accord, un MOU d'un nouveau genre. Ils vont le signer et ils vont continuer à se battre. Parce qu'aujourd'hui, on a appris que les Israéliens attaquent le sud du Liban, ils bombardent le sud du Liban et ils tuent des gens à Gaza, pareil en Cisjordanie. Pendant qu'on parle, il y a des navires commerciaux qui essaient de passer par le détroit d'Ormuz et les Iraniens leur tirent dessus. Vous savez, il n'y a aucun signe, rien du tout. Parce que quand on essaye d'engager une négociation, ou même des discussions, il faut au moins voir un signe, quelque chose. Et là, quand on regarde sur tous les fronts, il n'y a absolument rien qui se profile. C'est pour ça que je pense que si on part du principe qu'ils vont signer le protocole d'accord, eh bien on aura exactement le même problème que celui qu'on voit en ce moment. C'est pareil avec le Liban, pareil avec Gaza. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, tout ça. Et puis, quel est vraiment l'objectif principal de ces négociations avec l'administration Trump? Oui, et vous savez, les protocoles d'accord, c'est un peu la solution de facilité pour éviter une vraie négociation, une sorte de reconnaissance de dette. Et je ne pense pas que l'Iran joue encore ce jeu, où les protocoles d'accord seraient la finalité. Il y en a peut-être qui circulent entre les États-Unis et l'Iran dans les deux sens. Des protocoles d'accord qui, à chaque série de négociations, listent les points à examiner. Mais l'Iran n'acceptera pas, et il n'a pas à le faire, que le résultat de ces négociations se limite à un simple protocole d'accord. Pendant que j'étais à Washington la semaine dernière, c'était aussi le 250e anniversaire et j'avais un peu de temps. Je suis allé aux Archives nationales. Et quand vous allez aux Archives nationales, vous pouvez voir tous ces documents historiques. Et parmi eux, il y a l'acte de reddition du Japon. On en garde une copie aux Archives nationales. Vous pouvez aller le voir. Et vous savez quoi? Vous savez comment ça ne s'appelle pas? Ça ne s'appelle pas un protocole d'accord. Ça s'appelle une déclaration officielle de reddition. Vous pensez vraiment qu'on aurait accepté un protocole d'accord de l'Empire du Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale? Genre, hé les gars, vous nous avez bien eus, on a beaucoup à réfléchir. Et si on arrêtait juste la guerre? Arrêtez de nous bombarder, arrêtez avec toute cette histoire de marine. Voilà, un petit protocole d'accord. Stop with all the Navy stuff. Here's a memorandum of understanding. We'll come back to it. No. On y reviendra. Non, l'Iran non plus ne devrait pas. Et il ne le fera pas. Alors, des mémorandums d'entente, ça sonne bien, ça a l'air confortable, comme quelque chose qu'on pourrait fêter. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire s'il n'y a rien de concret derrière. Ça ne veut rien dire si, derrière cet accord, on ne voit pas d'action. Ne me dis pas que tu vas le faire. Montre-le-moi. Et je pense que c'est exactement là où en est l'Iran aujourd'hui, avec les États-Unis, quand on parle de leur relation avec Israël. Ne me dis pas que tu vas le faire. Montre-le-moi. Ensuite, on pourra négocier. Est-ce que l'Iran peut survivre avec des sanctions? Bien sûr que oui. Est-ce que l'Iran peut survivre avec ses avoirs gelés? Bien sûr que oui.
Can Iran survive and still maintain how they have Est-ce que l'Iran peut survivre et continuer à contrôler le détroit d'Ormuz sans être rayé de la carte? Oui, bien sûr. Est-ce que l'Iran peut continuer d'exister tout en soutenant l'axe de la résistance avec le Hezbollah, le Hamas et Ansar Allah? Oui, absolument. Alors, quel est le levier des États-Unis? Et si ce levier, cette division qu'exploite l'Iran, c'est la relation entre les États-Unis et Israël, eh bien l'Iran ne va pas le saisir. On y reviendra. Ils vont vouloir des preuves. De la même façon que nous disons à l'Iran, nous voulons des preuves, l'Iran dit exactement la même chose aux États-Unis. Très bien. Voici nos enjeux existentiels. Vous voulez des preuves sur le nucléaire. Here's our existentials. You want proof of the nuclear? Come and inspect it. Go ahead. Come and look. Venez l'inspecter. We're not giving Allez-y. it up, but Venez inspect voir. whatever you want. On ne va pas le céder, mais inspectez autant que vous voulez. Le détroit d'Ormuz, le monde entier peut le voir. On ne va pas, enfin, ça peut se discuter, mais on ne partira pas. Comment l'Iran pourrait-il quitter le détroit d'Ormuz? C'est son territoire. L'Iran ne peut pas quitter le détroit. L'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Quand les gens continuent de dire l'Iran, mais enfin, qui est le détroit d'Ormuz? Le détroit d'Ormuz est littéralement à moitié omanais, à moitié iranien. L'Iran ne peut pas quitter le détroit d'Ormuz. Donc ces conditions, même si certaines choses peuvent être négociées, ce qui ne l'est pas, c'est la position de l'Iran sur le Liban. Is Iran's position on Lebanon, and what Iran will not take is Et ce que l'Iran n'acceptera pas, here's an c'est un monsquint. On s'en occupera plus tard. Ou un « voici un protocole d'accord ». Donc il y a 2 jours à peine, on en était à « on va vous rayer de la carte, il n'y a pas d'accord ». Et puis en quelques heures, c'est devenu « ah, il y a un accord, on va le signer, c'est formidable ». On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Et qu'est-ce qu'on voit toujours un vendredi? Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un accord. Et s'il y en a un, il va falloir des preuves solides, demain, lundi, ou à tout moment où cet accord sera rendu public pour montrer ce que les États-Unis ont promis. Ce que l'Iran a promis, ça je le vois très clairement. Mais ce que les États-Unis ont promis, ça je ne le vois pas. I don't see what the United States has promised.